Bonjour chers amis et bienvenue dans la vidéo numéro 5 de la série consacrée au logiciel Geneator. Vous vous souvenez que dans la dernière vidéo, nous avions créé un nouveau fichier qui s'appelait Paroisse X, que vous voyez ici en bas. Alors je double-clique sur ce fichier pour le revoir dans l'interface principale. Et vous voyez que le fichier en cours s'appelle bien Paroisse X, comme vous le voyez dans la petite case jaune. Et ce fichier ne contient que 4 individus. Alors, si j'examine l'interface principale, je découvre qu'il y a beaucoup de détails dont nous n'avons pas parlé dans les vidéos précédentes. Par exemple, à quoi sert la petite case avec la lettre G en dessous du nom de famille Arsenault? Évidemment, un bon moyen de le savoir, c'est de cliquer sur le point d'interrogation. Et à ce moment-là, un message apparaît. Il s'agit d'un système pour numéroter les générations. Alors, je lis les premières lignes avec vous. Il s'agit pour qu'un nombre apparaisse automatiquement dans cette case, vous devez tout d'abord déterminer qui est le premier ancêtre masculin qui a fondé cette famille dans un pays donné. Alors, un pays donné, c'est dans ce cas-ci le pays d'adoption. Et pour déterminer qui est le premier ancêtre masculin dans le pays d'adoption, on pourrait commencer par cliquer sur le bouton intitulé « Le premier de la lignée » qui se trouve en haut dans l'entête permanent. Mais sachez que cet individu ici est le plus âgé des individus de votre fichier, mais ce n'est pas nécessairement celui qu'on recherche. Celui qu'on recherche, c'est celui qui a eu des enfants dans le pays d'adoption. Donc, il faut peut-être descendre une génération ou deux afin d'atteindre la génération dont il s'agit ici. Le fondateur que nous recherchons a pu immigrer dans son nouveau pays ou son pays d'adoption avec une femme qu'il avait épousée dans son pays d'origine, ou bien il a épousé une femme dans le pays même en question. Mais chose certaine, c'est que ces enfants sont bien nés dans le pays d'adoption. Voilà le critère essentiel qu'on doit retenir dans ce cas-ci. Alors, une fois qu'on a déterminé qui est le premier ancêtre masculin dans le pays d'adoption, on n'a qu'à changer le point d'interrogation ici pour le chiffre 1. Et à partir de ce moment-là, tous ces descendants auront un chiffre qui s'incrémentera d'une unité à chaque génération subséquente. Le fichier que nous avons ici ne contient que 2 générations, c'est bien peu pour donner une démonstration, mais je crois que c'est quand même suffisant pour que vous en compreniez le principe, quoi. Alors, je vais tout simplement descendre les parents de Jean-Paul à l'étage des individus principaux, comme ceci. Et je vais changer le point d'interrogation pour le chiffre 1. Voilà. Et je vais remonter Raoul et son épouse là où ils étaient avant, à l'étage des parents. Et alors, je m'aperçois que Jean-Paul a le chiffre 2 dans la petite case, ce qui veut dire qu'il appartient à la génération numéro 2, ou à la deuxième génération des Arsenault qui ont habité ce nouveau pays ou ce pays d'adoption. Maintenant que vous comprenez bien ce système, remarquez qu'on pourrait l'adapter à d'autres circonstances. Par exemple, on pourrait aussi dire que l'ancêtre est le premier qui a porté tel nom de famille ou qui a donné ce nom à ses descendants.
cela supposerait ici qu'il y aurait eu une brisure dans les noms de famille ou un changement de nom de famille pour une raison quelconque à cause de l'immigration ou une autre raison ou un changement de dynastie. Alors, tout est possible. C'est à vous d'adapter le système au fichier que vous avez. Si besoin en est, naturellement. Alors, changeons maintenant de sujet et arrivons à la fiche de Jeanne Desbiens. Et vous voyez que Jeanne a un nom qui est bien connu et Desbiens aussi est bien connu et existe dans les différents dictionnaires que nous utilisons. Cependant, qu'arriverait-il s'il s'agissait d'un nom exotique que personne ne connaît et qui n'est sûrement pas déjà dans les dictionnaires? Nous allons faire l'expérience et vous saurez à partir de ce moment-ci comment on peut ajouter des noms nouveaux au dictionnaire. Alors, je vais effacer le nom de Desbiens. Je peux l'effacer lettre par lettre, comme ceci. Mais pourquoi le faire lettre par lettre, alors que je peux l'effacer d'un seul coup en cliquant sur le bouton bleu effacer qui se trouve en haut de la superliste. Alors, je clique sur ce bouton et vous voyez que le nom s'efface et que je peux écrire un nom nouveau qui sera un nom exotique, ou du moins un nom qui n'existe pas dans le dictionnaire. Tiens, prenons le nom d'une actrice d'Hollywood qui s'appelle Heidi Klum. Alors, je vais écrire dans la case ici le nom de Klum, K-L, tout va bien, et j'arrive à U. Ah, tiens, le logiciel m'informe que le nom que j'ai commencé à écrire n'existe pas dans le dictionnaire. Donc, je pourrais le corriger si j'ai fait une erreur, parce que c'est toujours possible de faire une erreur quand on écrit un nom, ou bien non, si c'est vraiment un nom nouveau, bien à ce moment-là, l'article 2 nous dit ce qu'il faut faire. S'il est nouveau, complétez-le dans la case, et je vais ajouter seulement que la lettre M. Et vous voyez, le nom est complété. Et double-cliquez dessus pour l'enregistrer et l'ajouter à la superliste. Alors, je double-clique sur ce nom. Et voilà ce qui se produit. Le message nous en informe. Le nouveau nom a été enregistré dans la fiche de l'individu et il a aussi été ajouté dans la superliste. Donc, tout est parfait. En ce qui concerne Jeanne, je l'efface de la même façon. Je clique sur effacer. Et j'écris Heidi. Alors, H-E-I. Ah, déjà, le logiciel m'informe que le nom est nouveau. Alors, je l'écris au complet, D-I, et je puis double-cliquer dessus. Et à ce moment-là, le nouveau nom a été enregistré dans la fiche de l'individu et là, il a aussi été ajouté dans la superliste. Alors, comme vous voyez, c'est très facile d'ajouter des noms nouveaux et c'est de cette façon que les dictionnaires s'enrichissent de noms nouveaux. Alors, maintenant que ce système est bien compris, il faut passer au nom de lieu. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué. Il est facile d'inscrire le nom d'une ville qui n'existe pas dans le dictionnaire, mais il faut aussi ajouter les subdivisions territoriales auxquelles cette ville appartient à l'intérieur du pays en question. Remarquez que vous devez le faire une fois, mais une fois que c'est fait, sachez qu'à l'avenir, eh bien, le logiciel inscrira toutes ces subdivisions automatiquement. Vous allez voir que vous allez gagner beaucoup de temps de cette façon. Alors, pour inscrire un nom de ville nouveau,
Je ne peux pas le prendre en France ni au Québec parce que tous les noms de villes font déjà partie du dictionnaire. Je vais tenter de trouver un petit village dans un immense pays qui n'aurait pas été inscrit dans le dictionnaire. Alors, disons que je vais choisir le village de Rockton aux États-Unis. Et vous savez que je dois commencer toujours par inscrire le nom du pays. Alors, pour inscrire le nom du pays, je ne fais qu'inscrire la première lettre seulement. Alors, pour les États-Unis, je vais écrire U. Et déjà, United States apparaît dans la superliste. Je clique sur United States qui s'inscrit dans la case voulue, et déjà mon curseur est déjà arrivé dans la case de la ville. Et je vais commencer à écrire le nom de Rockton. Alors, R-O-C-K. Ah, tout va bien, peut-être que ce nom existe, sait-on jamais. Et j'ajoute T. Ah, tiens, je m'aperçois que ce nom n'existe pas. Donc, je vais le compléter. O-N. Et je vais double-cliquer pour l'enregistrer. Alors, un message apparaît, mais cette fois-ci, le message est un peu plus long. Alors, vous voyez que le nouveau nom a bien été enregistré dans la fiche de l'individu en question. Donc, tout est réglé, tout est au moins sécuritaire pour cet individu-là. Le nom de la ville a bien été enregistré. Cependant, en ce qui concerne l'ajout au dictionnaire, eh bien là, c'est une toute autre histoire. Il va falloir ajouter les subdivisions territoriales qui manquent. Cependant, déjà, nous avons un moyen très facile de le faire. Nous pouvons cliquer sur le bouton rouge que vous voyez ici et j'arrive immédiatement à l'endroit où je pourrai ajouter facilement toutes ces subdivisions. Alors, vous voyez qu'il s'agit bien de la bonne personne. Vous voyez le nom de famille, Klum, le prénom Heidi. Vous savez que il est question de sa date de naissance. Et le lieu de sa naissance serait Rockton. Et le nom du pays, c'est United States. Alors, ce qui manque, ce sont les subdivisions territoriales qu'il y a entre ces deux noms. Alors, peut-être que je connais Rockton et que je peux moi-même indiquer immédiatement le nom du comté et à ce moment-là, tout le reste va s'inscrire automatiquement. Mais si c'est un village que je ne connais pas, alors il existe un très bon moyen de trouver toutes les informations. C'est avec Google et encore mieux avec Wikipédia. Alors, je vais donc aller dans Internet et je vais cliquer sur une icône qui me permet de me rendre sur Internet. Et cette icône se trouve dans la barre des tâches que vous voyez ici en bas. Alors, je clique sur une icône et j'arrive dans Google. J'écris tout de suite le nom de Rockton, R-O-C-K. T-O-N et je clique sur ce nom et tout de suite je m'aperçois que Wikipédia, qui est le meilleur site pour nous donner tous les détails, eh bien nous indique ici que Rockton est un village dans le county, dans le comté de Winnebago et dans l'État de l'Illinois. Alors, je vous ai déjà dit précédemment qu'aux États-Unis, il était important d'avoir toujours les deux informations suivantes, à savoir le comté et l'État. Parce que il y a souvent parce que les mêmes noms de comtés existent dans les mêmes États. Alors, si on n'a pas les deux noms, comme vous allez le voir tout à l'heure,
il est difficile de préciser les bonnes subdivisions territoriales. Alors donc, tout ce que j'ai à faire, je clique sur le petit X ici, en haut de la page, et je reviens. Comme vous voyez, c'est très rapide. Je reviens à l'endroit où j'étais, et je vais écrire ici dans la case des comtés, qui est l'équivalent des arrondissements en France. Je vais écrire ici Winnebago. Alors, W-I-N-N. Ah tiens, déjà, je vois que Winnebago existe en plusieurs exemplaires, puisqu'il existe, le même nom existe dans différents États. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il faut toujours avoir les deux informations, c'est-à-dire le comté et les États, et l'État en ce qui concerne les États-Unis. Alors, donc ici, je vois que il s'agit de, je connais les deux éléments, c'est Winnebago, Illinois. Alors, je vais cliquer sur celui-ci. Et voilà, tout le reste va s'inscrire au complet automatiquement, y compris ici la région qui sont les Grands Lacs. Alors voilà, tout est complet. Je vois que je suis content. La ligne est complète, toutes les informations sont là. Je les ai trouvées très facilement. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur le bouton ici, transfert au dictionnaire des noms de lieux. Alors, je clique ici. Vous allez voir, que Rockton est maintenant inscrit dans le dictionnaire à côté d'une autre ville qui s'appelle Rockford. Et je retourne dans l'interface principale en cliquant sur le bouton qui se trouve dans l'entête permanent ici. Je clique ici et je reviens dans mon interface principale et je vois que tous les noms sont bien inscrits dans la fiche de IDCLUM. Abordons maintenant un autre sujet. Vous voyez qu'au bout de la case du prénom de Jean-Paul, il y a un bouton rouge intitulé « Plus nom ». Si vous cliquez sur ce bouton, un message apparaît et ce message vous prévient que la case du prénom n'est pas l'endroit idéal pour inscrire tous les prénoms additionnels qui ont été reçus au baptême. Et je lis ce message avec vous. La case du prénom n'est pas l'endroit idéal pour inscrire tous les prénoms de baptême et autres numéros, titres ou signes distinctifs. Pourquoi? Eh bien, parce que cela encombre non seulement le dictionnaire des prénoms, mais aussi les arbres généalogiques et les listes d'individus que vous désirez imprimer. Alors, imaginez-vous, si vous avez un arbre généalogique avec des photos et une liste considérable de prénoms et de lettres, à ce moment-là, l'arbre généalogique sera complètement débalancé. Cependant, à la place, nous vous suggérons d'utiliser la case spéciale qu'on appelle « Ajouter d'autres prénoms » qui se trouve dans les notes de chaque individu. Et pour accéder à cette page, cliquez toujours sur le bouton « Plus nom ». Maintenant que vous connaissez ce message, on va tout simplement le faire disparaître puisque vous comprenez l'idée. Alors, vous cliquez ici et le message disparaît. Mais vous arrivez dans le cadre des notes et vous voyez cette petite case. Ici, je lis avec vous, ajouter autres prénoms, etc. Alors vous voyez Jean-Paul Arsenault. Alors si Jean-Paul s'appelait Joseph, alors Joseph, Raoul, Georges, etc., vous pourriez ajouter ces prénoms dans cette case. Et alors, vous pouvez ajouter des titres, des lettres qui concernent des titres ou quoi que ce soit. Vous pouvez ajouter des surnoms aussi, comme vous voulez. Alors, sachez que
tout ce qui sera inscrit dans cette petite case, eh bien, c'est intéressant puisque vous avez cette information-là dans les notes de l'individu, mais ces informations-là ne paraîtront pas dans l'arbre généalogique. Donc, c'est ce que nous voulons, c'est le but auquel nous voulions arriver. Alors, je vais fermer cette petite case pour retourner à l'interface. Et je vous montre qu'il y a une autre façon pour arriver aux notes qui appartiennent à chacun des individus de vos fichiers. Alors, dans chaque fiche, vous voyez qu'il y a également un autre bouton qui s'appelle Notes. Alors, si vous cliquez sur ce bouton, vous revoyez le fameux cadre des notes. Alors, je vais repasser avec vous tout ce qu'il y a. Il y a beaucoup de matière ici, et je vais vous expliquer à quoi ça peut servir par la suite. Alors ici, vous avez le numéro de téléphone à la maison, le numéro de téléphone portable, vous avez l'adresse de courriel. Ici, vous pouvez indiquer le titre, ça peut être monsieur ou docteur ou maître, comme vous voulez. Et ici, si par hasard il y a un couple, d'après ce qu'on va voir par la suite, il y aura ici monsieur et madame, qui sera un autre titre possible. Maintenant, on commence toujours par le code postal. Je vais vous dire pourquoi. On le dit ici. Inscrivez une fois le code postal et le nom du pays et celui de la ville en utilisant l'aide de la superliste. Alors, si vous faites ça, eh bien, le logiciel va retenir que le code postal appartient à telle ville et tel pays à l'avenir. Donc, si vous commencez avec ce code postal et ces informations-là une fois, eh bien, à l'avenir, lorsque vous indiquerez le code postal, bien, déjà, ces informations-là seront inscrites automatiquement. Je vais vous donner un exemple. Je vais écrire un code postal que je connais par cœur, qui est un code postal canadien. Je vais écrire J5A2H4. C'est un code postal canadien. Alors, vous voyez que le pays Canada a été inscrit automatiquement, que la ville a été inscrite et que le Québec a été inscrit automatiquement. Donc, il ne reste plus qu'à ajouter le numéro civique et le nom de la rue. Donc, c'est pour, en quelque sorte, simplifier les choses. Ici, la ligne nous dit si la personne vit en couple à la même adresse, parce que vous savez, il y a des couples qui vivent séparément à des adresses différentes. Hein, tout est possible dans ce bas monde. Alors, à ce moment-là, vous indiquez le numéro de l'union dans le cadre ici. Par exemple, si les deux personnes qui vivent ensemble correspondent à l'union 2, de Jean-Paul Arsenault, évidemment, c'est toujours lui qui est le personnage principal, alors vous écrivez ici le chiffre 2. Et à ce moment-là, l'épouse qu'il a ou la conjointe qu'il a dans l'union 2 obtiendra toutes ces informations-là automatiquement, sauf le numéro du portable et puis l'adresse de courriel qui sont habituellement exclusives à chaque individu. Ensuite, d'ailleurs, on vous le dit ici, si les deux personnes vivent à la même adresse, copiez cette adresse et le numéro de téléphone à la maison dans les notes du conjoint. Si c'est vrai, vous cliquez sur oui. Alors, vous devez le faire parce que sinon, ici, on a toujours le nom comme option par défaut. Alors, si les deux personnes vivent au même endroit, vous cliquez sur oui, et à ce moment-là, toutes les adresses ici seront copiées automatiquement. Cela vous fait un travail de moins à faire.
Ensuite, on vous dit ici, si dans l'arbre généalogique en cours, les parents de cette personne ne sont pas ses parents biologiques, cochez là où les cases appropriées. Alors, c'est peut-être le père qui n'est pas le père biologique de cette personne-là, toujours cette personne-là, Jean-Paul Arsenault. Ou bien, c'est peut-être la mère qui n'est pas la mère biologique de cette personne-là. Ou bien non, les deux peuvent être cochés aussi. Et à ce moment-là, dans l'arbre généalogique que nous allons voir dans une autre vidéo, eh bien, ils n'auront pas le signe de l'affiliation. Alors, c'est ici que ces options sont indiquées. Ici, vous pouvez indiquer la profession de ce monsieur et même, vous pouvez même indiquer plusieurs professions s'il y a lieu. Ici, vous pouvez indiquer le nom de la compagnie pour laquelle il a toujours travaillé, si vous voulez. Et ici, vous pouvez indiquer les maladies ou la cause du décès. Dans le grand cadre que vous voyez ici, on appelle ce cadre le mémo. Et dans ce mémo, vous pouvez inscrire toutes sortes d'informations relativement à l'individu en question. Alors, c'est ici que vous pouvez que votre goût littéraire peut s'afficher en quelque sorte. Maintenant, les boutons rouges que vous voyez ici, là, c'est quand même un élément très important dans le logiciel Geniator. Sachez que pour chaque individu que vous avez dans votre fichier, vous pouvez ajouter des photos, c'est-à-dire vous pouvez ajouter des souvenirs sous forme de photos, sous forme de vidéos, sous forme d'audio, sous forme de documents, par exemple des testaments, des certificats de naissance ou des discours ou quelques documents que ce soit relativement à M. Jean-Paul Arsenault, vous pouvez les ajouter ici. Et finalement, si la personne est un artiste ou un homme public qui a passé à la télévision ou qui a déjà des vidéos d'enregistrer, eh bien, vous pouvez ajouter ces vidéos ici. Et quand vous voyez le mot lien ici, il s'agit de liens sur des vidéos qui se trouvent sur l'Internet. Alors, la façon d'ajouter ces documents-là, c'est premièrement de cliquer sur le signe plus ici, et ceci vous permet d'aller chercher les documents en question, là où ils sont, et de les rapporter à l'endroit voulu ici. Et si vous voulez voir ces documents-là, vous cliquez sur le bouton rouge. Donc, je répète encore une fois, vous cliquez sur le bouton plus pour aller chercher le document et l'inscrire ici, et vous cliquez sur le bouton rouge pour vraiment voir les documents en question. Alors, nous reviendrons d'ailleurs dans une autre vidéo sur cette très importante fonctionnalité. Imaginez-vous ici, avec les liens, vous pouvez regarder toutes les vidéos de vos artistes préférés et qui seront reliées à l'artiste en question. Donc, c'est quand même très important. C'est un instrument que vous aurez plaisir à utiliser. Alors, sur ces mots, je crois que nous avons complété la matière pour cette vidéo. Le temps passe très vite, comme vous savez. Alors, il ne me reste plus qu'à vous inviter à regarder les vidéos qui suivront. Qui vous renseigneront sans doute encore plus sur le logiciel Geniator. Alors, sur ces mots, je vous dis à bientôt et au revoir.